Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre JT sur Clermont Première. Au sommaire ce soir, retour sur le débat Hollande-Sarkozy, suivi hier soir par des militants PS au cinéma Le Rio à Clermont. Les anti-incinérateurs déboutés par le tribunal administratif, le chantier Vernéa va pouvoir continuer. L'un des opposants est notre invité ce soir, Cédric Bernard. En sport, Lionel Faure, pilier de l'ASM, décide d'arrêter sa carrière et puis rencontre avec le footballeur clermontois Jean-François Rivière. Plus de 17 millions de personnes ont suivi hier soir le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. À Clermont, des militants et des sympathisants socialistes se sont retrouvés au cinéma Le Rio pour regarder la confrontation entre les deux candidats à la présidentielle. Et sans surprise à gauche, la prestation de François Hollande a été largement saluée. Le reportage hier soir de Cécile Finot. Un auditoire concentré et attentif au Rio ce mercredi soir. 80 militants environ sont venus assister au débat d'entre-deux tours. Toutes les générations sont représentées, applaudissant aux bons mots d'un François Hollande particulièrement combatif. On s'attendait à un Nicolas Sarkozy très pugnace, très pertinent, et à un François Hollande plutôt soi-disant mou, soi-disant déjà vaincu dans la joute oratoire de ce soir. Et au final, il s'avère que le candidat socialiste a été très très bon. Le moins subjectivement possible, je pense que François Hollande ce soir a été bon et que symboliquement dans ce cinéma Le Rio, c'était certainement la dernière séance de Nicolas Sarkozy. Au-delà de la performance dans le débat, les militants ont surtout noté la différence de valeurs entre les candidats. Des valeurs qui, selon eux, préfigurent deux façons de conduire la France. Il a mis ses valeurs de jeunesse, d'éducation, de justice au centre du débat. Savoir parler aux Français, rassembler les Français, contrairement à ce que fait Nicolas Sarkozy, qui vise simplement à diviser, à monter les Français les uns contre les autres, en voulant véhiculer une certaine peur qui est totalement infondée. Je pense que ce soir, je suis devenue plus hollandienne que jamais, et j'espère que dimanche, ça va marcher. 2h50 de débat, de quoi nourrir les discussions jusque tard dans la nuit. À droite, en revanche, on ne fait pas du tout la même analyse. Parmi les réactions officielles au niveau local, Jean-Pierre Audy, député européen pour l'Auvergne, déclare aujourd'hui que ce débat confirme, je cite, la qualité d'homme d'État de Nicolas Sarkozy. Je précise que si nous n'avons pas fait de reportage hier soir à l'UMP, c'est pour des raisons d'égalité de temps de parole et de temps d'antenne. Le PS avait en effet un reportage de retard après la diffusion hier dans notre JT d'un sujet sur le meeting de Nicolas Sarkozy à la Grande Halle d'Auvergne. Toujours à propos de cette campagne présidentielle, je vous rappelle que Clermont Première diffuse ce soir, juste après les infos, un débat d'entre-deux tours avec deux représentants locaux du PS et de l'UMP. Alexandre Pourchon, porte-parole de François Hollande pour le PS, face à Christophe Serre, patron de l'UMP du Puy-de-Dôme. Une émission présentée par Cécile Finot et Cédric Gourin en partenariat avec le journal La Montagne. Rediffusion demain vendredi soir à 18h45, juste après le JT. Un nouveau revers pour le collectif anti-incinérateur à Clermont devant le tribunal administratif. On en parle avec notre invité Cédric Bernard, opposant au projet et également président de l'association Bien-être à Aulnat. Bonsoir. Bonsoir. Le fait que le tribunal administratif ait dit hier en substance, oui le chantier est légal et oui il peut continuer, c'est un nouveau coup dur? C'est un nouveau coup dur et on va vite rebondir puisque on sait que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a toujours été contre notre lutte puisqu'on propose des alternatives et il refuse d'écouter nos alternatives. C'est pour ça qu'on ira plus loin, donc en Conseil d'État à Paris et en Cour d'appel à Lyon. Oui, donc vous avez décidé de faire des recours au niveau juridique. Il y a encore de l'espace et des choses à dire et à défendre? Il y a encore de l'espace à dire puisque le jugement qui a été rendu hier, le juge n'a rien dit comme argument, ni pour ni contre cette décision. Donc il a jugé que le chantier continuait, ce qui veut dire qu'on a encore nos arguments qui peuvent porter la voix encore plus haut. Alors on va voir quelques images. Vous aviez déposé votre requête le 22 mars dernier pour défaut de légalité. Comment on peut résumer votre position? Pourquoi pour vous aujourd'hui le projet tel qu'il est en construction n'est pas légal? Alors il n'est pas légal par rapport aux documents qui peuvent manquer, notamment au niveau de la voie ferrée, au niveau aussi de la capacité du tonnage, puisqu'il y a des plans de prévention qui sont
proposé par le syndicat du Bonne-Lomone en particulier, il y a tout un tas de documents qui manquent par rapport au projet initial qui date depuis quelques années. On a l'impression, malgré tout, que ce dossier s'englue dans un magma judiciaire un peu inextricable. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible, juridiquement parlant, judiciairement parlant, de faire arrêter le projet ? Il faut croiser les doigts et ne pas faire comme Fos-sur-Mer autour de Marseille, que la Cour, donc le Conseil d'État, a jugé l'incinérateur, donc il n'en fallait pas. Et malheureusement, la construction était finie. Il fonctionne très mal et on veut éviter tous ces faits, quoi. Mais la justice pourrait vous dire, il y en a d'autres qui fonctionnent bien. La justice, elle essaye d'être embobinée par quelques lobbies puisqu'il y a des enjeux énormes par rapport à ce projet, que ce soit financier, écologique et sur la santé. Donc la justice, on ne sait pas pour qui elle fonctionne. Vous trouvez qu'aujourd'hui la justice n'est pas forcément neutre dans ce dossier-là ? Je vais répondre peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non, puisque seul le juge et le pouvoir administratif et la justice peut répondre, on va dire, à un projet. C'est le seul qui doit se répondre, mais qui doit nous écouter et va bientôt nous écouter à Paris. Alors l'incinérateur et tout autour le pôle de traitement et de valorisation des déchets Vernéa, la construction a démarré, elle devrait normalement se terminer l'an prochain. Qu'est-ce qu'on fait si jamais la justice vous dit ok, on arrête tout? Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Alors contrairement à ce que tout le monde voudrait nous laisser croire, donc le pôle traitement Vernéa devrait fonctionner courant 2013 et si on regarde tous les documents et les avenants, il devrait fonctionner juillet 2012, donc cette année. Donc il aura un petit peu de mal et c'est pas à cause de nous. Les bâtiments, c'est quoi en faire tant qu'il n'y a pas le four, tant qu'il n'y a pas les ustensiles, que ce soit les politiques de Clermont Communauté ou le SBA ou n'importe quel autre syndicat pour faire un gros centre de recyclage, de ressourcerie, puisque nous avons des industriels aujourd'hui qui ont investi, donc tout est complémentaire pour une meilleure valorisation des déchets, que ce soit avec les tris, on donne des consignes poussées, avec notamment les plastiques de 1 à 7 sur les emballages, donc ça fait du combustible pour l'incinérateur et on sera capable de le traiter avec des bouts de béton des murs. Une dernière question, le 6 avril dernier s'est constituée une coordination nationale contre l'incinération. Ça change quoi concrètement dans votre combat au quotidien que ce combat se soit un petit peu organisé au niveau national? Alors pour les forces de police, c'est combien on sera dans les manifs, donc c'est pas du tout l'objectif, c'est qu'aujourd'hui on est plus de 500 associations et collectifs. En France, on couvre tout le territoire, on n'a pas un département qui nous a échappé. Et aujourd'hui, la coordination va faire des courriers, donc le questionnaire qui est envoyé aux candidats à l'élection présidentielle. Pas tout le monde nous a répondu, notamment les 2 derniers, les réponses ne nous conviennent pas. Donc ils peuvent encore nous répondre positivement. Donc la coordination, c'est un travail comme je suis en train de faire, donc de faire de la communication et d'agir avec les candidats et les gens qui ont le pouvoir de changer le mode de traitement, qui est l'incinération. Cédric Bernard, merci d'avoir été notre invité. Un tout autre sujet à présent, on dirait presque la voiture de Batman. Aujourd'hui était présentée à Michelin sur le site des Carmes, la Delta Wing, un bolide futuriste qui participera à la prochaine édition des 24 heures du Mans et pour lequel Michelin a conçu des pneus révolutionnaires extrêmement légers. Reste à savoir si cette voiture saura concurrencer les modèles plus traditionnels. Ariane Monfray. À première vue, cette voiture de course ressemble à toutes les autres. Ligne futuriste, carénage aérodynamique et vitesse supersonique. Mais si on y regarde de plus près, ces caractéristiques n'ont rien d'ordinaire. Elle pèse et consomme moitié moins que les autres voitures engagées sur les 24 heures du Mans. Les premiers essais montrent que c'est un véhicule qui est tout à fait dans les clous, je dirais. 300 km/h de vitesse de pointe et un grip extrêmement intéressant. Par contre, comme toute innovation, il va y avoir des risques. Est-ce que le véhicule va pouvoir finir les 24 heures du Mans? Personne ne le sait. Pour cela, 3 pilotes d'essai se relaient au volant de la Delta Wing pour commenter les prestations de la voiture et de ses pneus. Avec un nouveau programme comme celui-là, nous devons donner un maximum d'informations à l'équipe sur le châssis, le moteur et surtout sur les pneus. Nous avons travaillé étroitement avec Michelin au développement des pneus, spécialement sur cette nouvelle voiture, la Delta Wing.
La différence entre les pneus de la Delta Wing et les autres pneus qui équipent les voitures engagées aux 24 heures du Mans saute aux yeux. 13 cm de large pour les premiers au lieu de 25 pour les autres. Sans compter les innovations invisibles à l'œil nu dans la composition de la gomme et la structure même du pneu. Un développement durable, des véhicules plus légers sont des concepts qui vont être déployés tôt ou tard dans les véhicules de tourisme. Donc les innovations pneumatiques seront, nous l'espérons, très rapidement déployées sur les véhicules de tourisme également. Avant d'équiper les voitures de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, les pneus de la Delta Wing vont donc concourir aux 24 heures du Mans. Le verdict est attendu après 18 mois de mise au point dans le secret des laboratoires. En rugby, l'info du jour, c'est Lionel Faure qui annonce l'arrêt de sa carrière à 35 ans. Et après 3 ans en jaune et bleu, le pilier de l'ASM Clermont-Auvergne ne rempilera pas à la fin de la saison. Lionel Faure a donc joué face au Leinster dimanche, son dernier match de Coupe d'Europe. Un brin d'émotion pour lui, on l'écoute au micro de Philippe Robert. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait pas mal d'émotions. Et ouais, c'est vrai que comme j'ai dit, la seule Heineken que je toucherai, c'est celle que j'ai bu dans le bus. Donc c'est ça qui fait un peu chier, mais bon, c'est bien. Les jeunes, ils auront l'occasion, quoi. Il faut pas s'attarder sur des mauvais moments, sur des matchs ratés, sur des petits détails comme ça. Je pense justement de se rappeler que des bons moments et puis en espérant que dans 2 mois, il y en aura un nouveau. J'avais mis le souhait de faire une année supplémentaire ici. Je ne me voyais pas terminer ma carrière en portant notre maillot. Le club s'était montré intéressé, mais bon, on avait eu du mal à tomber d'accord sur une négociation possible. Donc ça a été compliqué dès le début. Donc j'ai préféré couper court et puis prendre cette décision-là. Et après la défaite en H-Cup, je rappelle que l'ASM retrouvera le championnat de top 14 ce week-end avec un déplacement à Castres samedi après-midi. Le Clermont Foot Auvergne, lui, espère encore monter en Ligue 1 la saison prochaine. Les Clermontois sont actuellement 4e au classement, à 1 point seulement du podium, synonyme de montée. Ils recevront l'équipe de Sedan demain soir au stade Gabriel-Montpied. La victoire est impérative et Clermont pourra compter sur son attaquant phare, Jean-François Rivière. Voyez le reportage de Philippe Robert. Éloigné des terrains durant 3 mois après une fracture du pied contractée à l'entraînement, Jean-François Rivière a repris la compétition à domicile face à Monaco. Avant son entrée en jeu pour les 30 dernières minutes, le public a scandé son nom, un moment forcément particulier. Ils ont réussi à me donner des frissons. Et ça, je crois que la dernière fois que je l'ai vécu, c'était en 2001 lors de la finale au Stade de France. Donc je pense qu'ils attendent de moi, c'est que je leur apporte ce que je leur ai apporté en début de saison, le courage, l'abnégation, et puis ce que je peux apporter aux joueurs dans mes discussions, dans mon expérience. Car sans lui, la marche de l'équipe n'est pas tout à fait la même. Certes, il a marqué 10 buts, mais en sa présence, le Clermont Foot a pris 40 points en 21 matchs, soit une moyenne d'1,90 points par match. Sans lui, 14 points en 14 matchs, soit une moyenne d'1 point. On a un rôle important, nous, de grands frères, de leaders incontestables par notre tempérament. Et aux jeunes qui l'écoutent, Jean-François Rivière veut simplement leur dire qu'il n'y a rien de plus beau dans la carrière d'un joueur qu'une montée, comme celle qu'il a vécue l'an passé avec l'AC Ajaccio. On y croit très fort, il n'y a aucune raison qu'on n'y croit pas, tout est possible. Et il y a diverses expressions qui existent dans ma région et un petit peu partout. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, ou à la fin de la foire, qu'on compte les bouses. Donc voilà, tant que le championnat n'est pas terminé, on a toute notre chance d'y arriver. Donc on y croit fortement, on va tout faire pour y arriver et on ne lâchera pas. Ne rien lâcher jusqu'au dernier match contre Laval le 18 mai, un signe pour Jeff Rivière, né dans la préfecture de la Mayenne, qui se verrait bien offrir un immense bonheur à toute une région. Et Clermont-Sedan, c'est donc demain soir à 20h au stade Gabriel-Montpied. Pour terminer, une belle opération caritative menée par des jeunes. Les élèves du collège Saint-Exupéry de Landes sont en effet très engagés auprès de l'association ELA contre les leucodystrophie. Dans le cadre de l'opération Mété Basket et Bas la maladie, les élèves de 6e du collège de Landes ont participé cet après-midi à des courses interclasses, ce qui leur a permis de récolter plus de 2000 €. Et puis ils ont terminé par ce qu'on appelle un flash mob, c'est-à-dire une grande chorégraphie collective en plein air. Je vous laisse en profiter.
Voilà, des images signées Cécile Finot. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo. Et puis n'oubliez pas notre débat d'entre-deux tours juste après ce JT. Je vous retrouve demain à 12h30 et à 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.